Bonsoir les gens, salut, bonjour. Merci beaucoup Christine, nous sommes donc ce soir avec Christine Perrault. Oui. Quelle joie de te retrouver. Pas sur Mademoiselle, parce que pendant un certain temps, tu étais sur Mademoiselle régulièrement. Et puis, Oui, c'est vrai, je faisais des petits sketchs et puis des textes, et puis voilà, et des soirées. C'était il y a longtemps, on était jeunes. Eh oui, on était chacun avec toi avec la mère de tes enfants, moi avec le père, on était... Tu sais, on avait des vies normales. C'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le temps est passé. On a 40 ans, puis on fait des Twitch. Est-ce que c'est ça, la crise de la quarantaine ? On fait des Twitch. En buvant du vin blanc, qui est un peu trop sucré, mais qui fait du bien. Il est un peu... Oui, mais tu sais quoi ? On s'habitue. Ah, ok. Bon. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Ok, boomer. Ça commence. Merci. Je suis comédienne, auteure, humoriste, chroniqueuse, mère célibataire. Quoi d'autre ? C'est ce qui est marqué sur mon profil Raya. Alors, qu'est-ce que c'est que Raya ? Parce que les gens ne connaissent pas forcément. C'est un site de rencontre pour les gens dans les médias. Ouais, c'est pour les gens qui sont connus. Je peux te parrainer. Hein. Moi, j'ai des pages. Je peux parrainer pas mal de gens. J'ai été accepté. J'ai fait vraiment 2 heures sur Raya. Ok, d'accord. J'ai été accepté parce que j'ai dit oui, bonsoir, je suis Fabrice Florent de mademoiselle.com. Et les gens font ok, le mec a du clout, il a des abonnés sur Instagram, ça marche quoi. Cool. Non. C'était de la merde. Hein. Moi j'ai eu un match avec un tennisman célèbre dont je tairai le nom. On a matché, j'ai dit bonsoir et il m'a dématché. J'ai du mal dire bonsoir. Ouais, je sais pas. Pourtant j'avais plein de blagues sur le tennis, mais... Et tous les ans, il est à Roland-Garros et il se plante. Moi, je suis, c'est bien, fait pour sa gueule. Si tu avais été en couple avec moi, et peut-être, voilà. Je sais pas, mais... et si vous avez des vannes sur James Bond, parce que demain, je fais ma chronique sur un télématin et je l'ai pas écrite. Donc, vraiment, je comptais sur vous. Voilà, pour faire une espèce de coécriture. Est-ce que tu es souvent à la bourre ? Là, cette semaine, oui, mais ça dépend. Parce que tu passes là comme ça en disant oui, toi tu fais des chroniques sur Télématin, t'es donc à la télé quoi. Oui, à la télévision. Je suis à la télé à 7h50 donc... À la télévision, attends, Télématin c'est comme... Non, c'est cool, c'est très cool, j'adore. Fou, mais quand je dis souvent je me lève très tôt pour faire des blagues, je suis l'ami Ricoré en fait, je suis plus du tout, j'ai plus de dignité. Non mais c'est très très cool, j'adore Télématin, tout le monde est tellement gentil, j'ai beaucoup de chance d'être dans cette émission. Je fais des blagues parce qu'il faut faire genre ouais, je suis un peu blasée mais pas du tout. Ouais, Christine, je te reçois aussi ici ce soir pour parler de ce fabuleux ouvrage que tu viens de sortir il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle... Le 23 septembre, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Waouh. Préfacé par, excusez-moi, mais Fabien Olicard. Oui, Fabien Olicard qui a fait une vraiment belle préface où il a confirmé que j'étais toxique avant. Parce que tu sais, tu demandes à un ami de faire ta préface, tu penses, cette fille est géniale, je suis tellement honorée. Il a écrit, oui c'est vrai, elle était toxique. Et je vais vous donner un exemple où elle a vraiment été très toxique avec moi. Mais je trouve cette préface très cool en fait. Tu veux du Fabien Olicard, t'as du Fabien Olicard. Ah non, mais il ne pouvait pas mieux, donc ravi. Cette préface, comme tu dis, est intéressante parce qu'elle explique bien le propos du livre et la façon dont quelqu'un d'extérieur à toi a pu vivre, entre guillemets, qui tu étais avant. Est-ce que tu as vécu, toi, ma toxicité ? Non, je crois pas. Tu sais, le truc que tu as fait, mais bon, ça, je crois pas que ce soit en rapport avec ta toxicité, mais tu sais, on avait prévu de faire des soirées, après, avec Bérangère Krief, on avait fait des soirées Mademoiselle avec les lectrices il y a fort longtemps, tu vois. Et en fait, on avait prévu de faire une soirée ensemble avec ton spectacle. Mars et genre, 2011, 3 jours, sans doute. 3 jours avant, tu voulais plus monter sur scène. Mais je crois que c'était parce pourquoi ? Parce que c'était dur. T'avais du mal. C'était dur, j'avais personne ne venait voir mon spectacle et j'avais un syndrome d'imposture et on me donnait raison. C'est peut-être j'étais une imposteuse. Mais non, parce qu'en plus, moi, tu vois, mon objectif, c'était de te faire venir, enfin, tu vois, te faire venir du monde dans ta salle. Mais parce qu'en fait, je trouvais que ton spectacle, il était trop cool. J'étais terrorisée. On est en mars 2011. Je suis dépressive au dernier degré. J'en parle dans mon bouquin. Enfin, tu vois, j'ai rien résolu. Mais si tu veux, on peut faire des soirées maintenant. Comment ça, c'est trop tard ? Comment ça, j'ai pas suivi ? Tu n'es plus à Mademoiselle ? Quoi ? J'ai plus Mademoiselle, tu sais. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'en suis désolée. Non, mais ne le sois pas, parce qu'en plus, moi, j'avais compris que t'avais un vrai... Tu vois, t'avais un vrai problème avec la scène aussi, où t'avais une sorte d'amour-haine un peu avec ce complètement. truc. Et c'est fou parce que maintenant j'adore la scène et à l'époque j'étais juste pas mal paramétrée, j'en parle dans le livre, j'étais torturée par mes démons et mon passé, donc c'était impossible de subir le regard des gens et quand bien même c'était ma vocation. Mais aujourd'hui, monter sur scène pour moi c'est comme respirer, enfin je veux dire. J'avais un peu ce truc où j'avais l'impression que tu venais chercher de l'amour, enfin comme tu te mettais en danger parce que clairement pour tous les gens qui
un jour monter sur scène, c'est clairement... Puis là, en plus, t'es toute seule avec ton micro, quoi. C'était compliqué de venir faire ce mouvement-là, quoi, j'ai un peu l'impression. Bah ouais, mais après, c'était inévitable, étant donné mon passé, parce qu'à un moment donné, il y a tous mes traumas. La toxicité, donc, que j'utilise pour répondre à ces traumas. Les personnes toxiques dans ma... Parce qu'en fait, mon histoire, je la raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, j'ai été agressée sexuellement quand j'étais petite, et toute ma famille a pris la défense, enfin, toute ma famille, c'est faux. Vraiment, j'embrasse très fort mon tonton Christian et ma tata Marcel, qui ont toujours été à mes côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que la majorité, enfin, mes proches, en tout cas, ont pris la défense de mon agresseur. Donc, en fait, à partir du moment où on te dit t'as été agressée sexuellement et c'est pas grave, et en fait, on va continuer à faire comme si de rien n'était, comment tu veux être heureuse sur scène? Comment tu veux être toi, sachant que tu ne mérites pas la justice, tu ne mérites pas la bienveillance. Donc, en fait, t'as une vocation. Moi, j'ai fait des blagues depuis que j'ai 4 ans, tu vois. T'as une vocation, mais en même temps, le public, c'est l'ennemi. Autant que le destin, tu vois, enfin, auquel t'étais censé t'adonner, tu vois. Donc, c'est très, très compliqué, hein. C'est très, très compliqué d'apprendre à réaimer les gens, d'arrêter de voir le bourreau partout, d'attendre le trauma. Parce que c'est ça aussi, c'est quand t'as vécu un trauma qui a jamais été réparé, en fait, tu te prépares au trauma en permanence. Tu te dis, maintenant, c'est qui, qu'est-ce que c'est? Et surtout, tu te prépares à ne pas avoir justice jamais. Donc, pardon, on a commencé dans le vif du sujet, direct, mais je trouve ça sain aussi de faire tomber les tabous, et comme je te disais tout à l'heure, que la peur change de camp, voilà. Non, mais t'as 1000 fois raison, hein, je crois, et c'est le moment, enfin tu vois, c'est 2021. Complètement. Pour remettre un petit peu de légèreté, il y a Dribuzz qui dit le James Bond français, c'est jambon. Waouh, blague merci. de ma mère qui regarde Télématin. Et je vais la noter, puis d'accord, ok. Et mes amitiés à ta maman, Dribuzz. Mais le pire, c'est qu'elle va marcher, tu le sais. Le pire, c'est qu'elle va faire un carton. Elle est marrante. Franchement, oui. Franchement, je la garderai, mais je pense qu'elle a dû déjà être faite. C'est une vannounette. C'est ce que j'appelle une vanne virgule, c'est que ça se fait entre 2 grosses vannes. C'est très bien. Mais le truc, c'est que je pense qu'elle a déjà été faite. Tu fais donc une chronique tous les matins sur Non, je fais le mardi et le jeudi. Okay. Je suis en binôme avec Alex Vizorek qui fait le lundi et le mercredi. Ok. Et donc tu viens, tu fais pendant Black Carambar, je sais pas, c'est une... Ouais. Bah non, il y a la CLPR21 qui a digéré. Moi, je trouve c'est bien parce qu'on était en train d'aborder un sujet grave. Ouais. Et là, tout d'un coup, et c'est drôle parce que la première personne à qui j'ai dit que j'avais été publiquement, c'était Rosa Bernstein. Et au moment où je l'ai dit, son chat est allé dans la caisse faire ses besoins. Et elle le dit. Elle fait, je suis désolée, t'es en train de me dire un truc hyper grave et il y a mon chat qui fait dans la caisse. Les auditeurs n'étaient pas censés le savoir, tu vois. Et en fait, maintenant, c'est sur son podcast pour toujours. Et la première fois où j'ai dit publiquement que j'avais subi ça, il y a un chat qui fait dans sa caisse. Donc, à un moment donné, le chat, jambon, écoute, je pense que c'est l'ordre des choses, c'est l'univers qui veut qu'on dédramatise ça. D'où te vient cette idée de mettre sur la table et dans un livre, donc, tout ce travail d'introspection qui, j'imagine, à la base part d'une envie personnelle, quoi. C'est-à-dire que j'avais ce trauma, donc avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans une vie. Quand t'as vécu ça, les femmes le savent, hein, t'as peur de tout, tu fais pas confiance, enfin bref, t'as des tas de syndrome d'imposture. Quand on n'a pas voulu te donner justice, tu penses toujours que tu vaux rien, et puis à la fois t'es obligé de t'élever un peu et d'essayer d'écraser les autres pour te donner confiance, bref. Et en fait, j'avais vraiment fait beaucoup de thérapie, j'avais lu énormément de bouquins, enfin, au bout d'un moment, j'avais fait un petit peu le tour de tout le développement personnel, et quand j'ai ouvert cette porte-là, et si la personne toxique c'était moi, j'ai eu plein de nouvelles clés qui me sont venues, plein de nouvelles idées, je me suis mis à relire mon passé différemment, et à repenser à tous les moments où j'avais foutu la merde, tu vois, c'est con, mais tu parles de ce jour où on aurait dû collaborer ensemble. Toi, quelque part, pour toi, ça a été toxique, même si t'as été compréhensif, mais imagine toutes les conséquences qu'il y a pu avoir à d'autres échelles de ce genre de comportement, tu vois, de planter les gens, c'est frôler la main, c'est un peu... Ouais, c'est passé quelque chose. Non, mais tu vois, d'être un peu, d'être instable, de devoir toujours faire payer tes problèmes à tout le monde et tout, et tu dis oui, je suis légitime parce que je suis une victime et que j'ai vécu ça, mais à un moment donné, c'est un comportement toxique. Il faut le savoir, voilà. Et puis surtout, avec le syndrome d'imposture vient aussi la peur des autres. Donc forcément, tu dis jamais la vérité dans les yeux. Donc forcément, tu déformes toujours la vérité pour te protéger. Tu vas jamais confronter les gens. Et si tu confrontes, ça sera avec beaucoup trop de violence, parce que tu te dis qu'il y a que comme ça que mon message peut passer. C'est en écrivant des mails incendiaires, c'est en étant vraiment... juste dire à quelqu'un, en fait, là, on n'est pas d'accord et c'est ok, et puis on avance. Là où la personne toxique va dire, va transformer la vérité, va essayer de mettre plein de gens dans son camp, va... Peut-être renvoyer la culpabilité, la culpabilité ou la faute, entre guillemets, quoi. C'est ça, ne pas accepter d'avoir tort. Oui, puis surtout, quand t'as pas validé ton trauma, et quand t'as pas validé la gravité de ce que t'as pu vivre, tu vois la gravité partout, au final. Et en fait, tu fais payer aux autres le fait que toi, t'es pas capable
t'as pas été capable de faire valider à tes proches la gravité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au final, tu deviens une victime tout le temps, à défaut de pas avoir été validée victime là où s'est passé l'abus. Comment s'est passé, avant de faire ça, j'imagine, de valider ton trauma ? C'était quoi le chemin ? Mais en fait, t'en parles vraiment à demi-mot dans le livre. C'est un processus. En fait, j'ai commencé par ouvrir la porte, c'était juste à la fin du confinement, à ouvrir la porte à peut-être que c'est ma responsabilité, beaucoup de choses et tout. Donc j'ai commencé à repenser à plein de trucs et j'ai commencé à écrire. Et en fait, moi je crois beaucoup aux énergies, en l'univers, et je pense que quand tu dis à l'univers que tu es capable d'entendre quelque chose, là c'est bon, il va te lâcher du dossier. Donc mai-juin 2020, je commence à écrire le bouquin. Oui, j'ai une responsabilité, et complètement en parallèle, un mec me brise le cœur. Attends, c'est-à-dire que tu avais commencé à écrire le bouquin avant de mettre le doigt sur... J'avais commencé à écrire le bouquin en disant je sais que la personne toxique c'était moi. Okay. J'avais commencé à écrire le bouquin que j'avais déjà commencé à envoyer des éditeurs et ça. Wow. Et en fait, là-dessus, l'univers me dit attends, tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment. Donc, je vais voir une psychiatre. Parce que, un mec me brise le cœur. Je vais voir une psychiatre spécialisée dans la dépendance affective et les addictions. Donc, c'est le docteur Lafaille. Donc, je l'embrasse. Non, c'est pas du tout déontologique d'embrasser sa psy, surtout que c'est toujours ma psy, mais elle est dans mes remerciements. Donc. Et en fait, je lui parle de mon abus sexuel. Je n'en avais jamais parlé à personne. C'est-à-dire que j'en avais parlé à mes amis, à mes proches, mais jamais à un professionnel. Et je disais toujours en surface, j'ai été agressée quand j'étais petite. Et j'ai l'impression, et ça aussi, je pense que c'est un peu tabou, que le psychiatre, il a pas envie de creuser si toi t'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire ? Il va pas te poser des questions. Enfin, en tout cas, je suis jamais tombée sur un professionnel qui creuse, qui me dit un abus, c'est-à-dire une agression. Jamais. Et elle, on est allé un petit peu plus profondément dans le... Et en fait, on a mis des mots sur ce que j'avais vécu. J'ai raconté en détail ce que j'avais vécu. Elle m'a dit que c'était extrêmement grave. Le fait que mes proches n'aient pas pris ma défense, que c'était d'autant plus grave. Et ensemble, on s'est rendu compte que comme en fait on m'avait jamais rendu justice, je partais du principe que je suis quelqu'un qui mérite pas d'avoir réparation. Donc en fait j'étais une victime en permanence, etc. Et surtout je faisais plus du tout la notion entre le bien et le mal, puisque je partais du principe que moi on m'avait fait beaucoup de mal, mais apparemment c'était pas grave. Donc ça veut dire qu'après tu arrives dans la vie, c'est complètement faussé en fait. Tu sais plus ce qui est bien, tu sais plus ce qui est mal, et surtout comme j'ai vécu ça et que les personnes qui auraient pu prendre ma défense ne l'ont pas fait, en fait quand je vivais des abus du style, je le raconte dans le livre, j'ai quand même été en couple pendant 3 ans avec un mec qui était poursuivi pour viol. Donc, en plus, tu l'as connu. Non, mais c'est dingue, on a fait des soirées ensemble. Tu sais très bien qui c'est. Et donc, non, comme ça. Je te le dirai après. Tu savais pas. Et en fait, on sort ensemble et 6 mois après, elle me dit, écoute, il y a une meuf avec qui je t'ai trompée. Donc déjà, qui me poursuit pour viol. Et moi, je reste. C'est-à-dire que moi, comme une conne, je reste. Parce que je me dis, tu sais quoi ? C'est normal. C'est quoi ? C'est ce que je mérite. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de justice. Enfin, tu vois. Et en parallèle, je travaille avec un mec, dont je tairai le nom, qui m'envoie des chaussures à la gueule, qui me fait vivre l'enfer et ça. Et c'est normal, parce que je pars du principe que la vie, c'est ça. Sauf que, moi aussi, je rends à la vie, c'est en étant une personne toxique, en me victimisant tout le temps, en créant des situations de drama, parce que je ne m'épanouis que dans le drama, et ainsi de suite. Et puis, après, avec le temps, tu réalises que tu as envie d'être un peu de calme, donc tu te mets en couple avec un mec bien. Donc voilà, j'ai rencontré le père de ma fille, etc. Mais il a fallu ma psy pour me faire comprendre qu'une vie saine, avec des gens sains, sans cris, sans disputes, sans harcèlement, sans manipulation, mais tu sais quoi, mais c'est possible. C'est complètement possible. Et là, tu fais waouh. Et là, j'ai dit merci l'univers. J'avais fait un pas en écrivant 3 chapitres et lui, il m'a envoyé le reste du bouquin. Donc voilà. L'univers, c'est quand même... T'as quand même décidé à un moment donné d'aller chez une psy. Mais rien à voir, à cause d'un mec dont je ne parle même pas dans le livre. Non, mais tu te rends compte. Non, mais c'est pas... Ouais, ok, je comprends. Mais c'était peut-être aussi à un moment donné le moment pour toi de sortir ce dos, tu vois, d'aller chercher cette professionnelle qui allait peut-être creuser le truc. C'est fou d'ailleurs que aucun professionnel que t'aies pu croiser dans ta vie, mais parce que t'en as fait quelques-uns en fait. Moi je me rappelle même d'un psy qui m'a renvoyé chez moi en me disant on va arrêter de prendre des rendez-vous parce que je suis pas votre copine en fait. Arrêtez de me raconter vos histoires de copine, je suis pas votre copine. Je me rappelle très bien, il m'avait dit écoutez, moi le patient d'avant il vient me voir parce qu'il pense que son voisin va le tuer. Est-ce que vous pensez que votre voisin il va vous tuer ? Non. Alors arrêtez de me raconter vos histoires de copine, ça m'intéresse pas. Et je suis rentrée chez moi et j'ai fait d'accord.
ok, très bien, je me rappelle très bien de ce mec-là, et je dirais pas son nom, mais tu vois. Mais globalement, on peut donner un conseil aux gens, c'est que si vous avez un psy qui ne vous traite pas correctement et qui ne prend pas en compte ce que vous venez lui raconter, peut-être changer de psy tout simplement. Bah oui, complètement. C'est pas un professionnel que vous avez envie de voir. Ouais. Mais après, après, je veux pas stigmatiser, mais c'était un homme de 60 ans et tout. Je pense que, tu vois, à un moment donné, je pense que pour lui, ce que je lui raconte, j'en sais rien, mais il y a forcément des psys comme ma famille, tu vois, qui sont là pour c'est pas si grave ce qu'elle a vécu. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien, mais. Oui, bien sûr. Pourquoi aller voir un psy de 60 ans aussi? Alors, en tout cas, il était il était dans mon immeuble. C'est très con. Non, mais voilà, c'est un conseil à donner aux gens, c'est de choisir un psy aussi en fonction de ce que vous avez vécu. De où vous êtes, de où vous vivez. Oui, je me rends compte que les psys d'avant, c'est comme si j'avais des problèmes d'ophtalmologie, que j'allais voir un dentiste. Exactement. C'est écoutez, ça. Vous avez de superbes dents, bravo. Non, mais c'est juste que je vois pas. C'est ça. Tu as eu un enfant tout récemment, donc nous demande Dribuzz. Désolé, c'est pas de la curiosité mal placée, mais juste une interrogation sur ton parcours psy. Oui, ma fille, elle a 3 ans et demi, et c'est vrai que ça a eu une grosse influence parce que, en fait, moi, je viens d'une famille où on me disait souvent que on me dévalorisait beaucoup, et en fait, quand t'arrives à avoir un enfant et que tu vois la difficulté que c'est déjà de mettre au monde un enfant, d'élever un nourrisson et tout, et là je me dis mais en fait je suis capable de faire des trucs, j'ai mis au monde un enfant, et là tu te dis mais ça se trouve on m'aurait menti. En fait je suis plus forte qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si t'as vu le film Les Rivières de Mayua. Non. Qui raconte justement qu'il y a une histoire incestueuse au sein de sa famille, et en gros que l'histoire remonte sur plusieurs générations. Est-ce que tu as creusé un peu dans ta famille? Mais j'ai pas, en fait, c'est Marine Bausson qui m'avait dit que je n'avais pas à outer les traumas de ma famille. Bien sûr, oui. Donc oui, il y a eu des histoires similaires. Et il y a explique peut-être. Oui, il y a eu un déni. Et je pense que les gens qui n'ont pas pris ma... Alors, je dis les gens qui n'ont pas pris ma défense, je pense que tout le monde devinera de qui je parle. Mais le truc, c'est que un de mes proches m'a menacé de me traîner en justice si je parlais. Et le truc, c'est que il peut le faire. Sauf que moi, je peux plus porter plainte contre mon agresseur parce qu'il s'est passé trop de temps. Mais lui, il peut porter plainte contre moi pour diffamation. Donc, en fait, je suis obligée de dire quelqu'un. Et le pire, c'est qu'il m'a menacé de me traîner en justice quand j'étais à la maternité, alors qu'il savait très bien que je venais d'accoucher. C'est d'une violence. Ouais, c'est fou, hein. Ah, bravo, hein. Mais il y a ça aussi quand t'as un enfant, parce que tu te dis, mais jamais je ferais des trucs comme ça à ma fille. Ma fille, des fois, j'ai envie de casser la gueule à des petits enfants de 4 ans parce qu'ils lui passent devant dans la queue du toboggan. Tu vois. Alors, comment, moi, on m'a pas voulu me prendre ma défense pour une agression sexuelle, tu te rends compte? Après, c'est des trucs dans le cerveau, je pense que c'est un truc de déni, de dissonance cognitive. Les gens se protègent comme ils peuvent, hein. Ouais, je sais pas si t'as vu le film Les Chatouilles, mais ils en parlent. Enfin, tu vois, la mère, elle a... J'ai pas voulu aller le voir pour ça, mais oui, bien sûr. Tu l'as pas vu? Je peux pas. Oui, je comprends. Vraiment, je peux pas du tout. En fait, il y a vraiment ce truc, il y a une très nette différence entre les deux parents, si tu veux, dans leur réaction. Et je trouve que c'est cool de l'avoir mis en scène aussi comme ça, parce que ça montre un peu les deux possibilités, quoi, tu vois, en venant du même endroit. Avoir un enfant, ça met un coup dans la gueule. Un voire deux. Ouais. Même 12. Franchement, c'est ce que j'ai dans mon spectacle. En un instant, j'ai pris 4 ans, j'ai fait une Balkany. Sauf que moi, je vais la purger, ma peine. Ouais. Excellente vanne. Moi, j'ai trouvé ça hyper fort de décider de te mettre à poil comme ça, parce que c'est clairement une mise à nu, hein, dans un bouquin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire ok, c'est le moment de l'introspection, let's go? Tu t'en es rendu compte sur le moment, d'ailleurs? Ce que je te disais, c'est que j'avais vraiment tout essayé et le mal-être était toujours là. Moins, c'est sûr, voilà, parce que là vraiment on est passé de quand je fréquentais encore les membres de ma famille qui niaient que j'avais vécu une agression, c'était de la dépression pure, et puis après c'était un petit spleen temporaire, mais j'ai demandé ça va bien s'en aller, quoi, ça va bien s'en aller, et puis je me doutais bien que le travail n'était pas fini, et en fait depuis que j'ai fait 1 an complet avec cette psy, j'ai écrit ce livre, et maintenant pour la première fois de ma vie, j'expérimente la joie pure. C'est plus la joie sans arrière-pensée, c'est pas la joie pure. Ouais, t'expliques notamment quand ta fille est née, c'est ça que t'as pas réussi à ressentir. Oui, ce c'est moment, ça, il y avait toujours, comme je dis, c'est comme un aft de cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, t'es content, mais il y a toujours un truc, ça va pas, quoi. Et en fait, je pense que ça va aussi avec une phase de ménage. Alors c'est dégueulasse de dire ça et tout, mais vraiment de se couper des gens toxiques autour de soi, parce qu'en fait... on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Donc à partir du moment où si tu gardes c'est horrible, mais une mauvaise graine avec toi, elle va toujours t'emporter un petit peu. Et moi, pourquoi tu dis que c'est horrible? Parce que c'est un peu parce qu'en fait, moi, j'ai coupé
couper les ponts avec des gens que j'aime encore. Mais en fait, je me rends bien compte que c'est pas possible. C'est comme le prix à payer est trop élevé pour ce que j'en retire. Et en fait, je pense que tu peux garder près de toi quelqu'un de toxique quand c'est enfin, j'en sais rien, mais c'est un don de toi-même de garder près de toi quelqu'un de toxique. Faut le vouloir, mais moi, je suis sans compromis. Je pense que la seule personne toxique que je pourrais garder, c'est si ma fille devenait toxique. Bon, je dirais, ok, qu'est-ce que tu veux, c'est ma fille, tu vois. Mais elle l'est parfois, je pense qu'elle me teste. Mais non, je suis sans compromis. Elle est encore petite. Oui, non, elle est fabuleuse. Mais même si elle était toxique, elle serait toxique de façon fabuleuse. Enfin, c'est ma fille. Voilà. Mais non, je suis sans compromis. C'est-à-dire que maintenant, dès que quelqu'un me fait me sentir mal, 5 minutes, c'est terminé. C'est pas possible. La vie est trop courte. Tu bases ça aussi sur une forme d'amour de toi, c'est ça ? De se respecter, oui, de se choisir. Parce qu'aussi avant, quand j'étais vite, je me disais il faut que je supporte les autres, c'est la vie, tu vois. Et en fait, c'est possible de s'entourer que de gens inspirants et de qualité. En fait, c'est possible, ils sont là. Et c'est un cercle vertueux. Et parce que plus t'en rends compte, et plus tu deviens une belle personne toi-même. Et voilà. Ouais, tu parles beaucoup justement de ce cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces, parce que plus tu es toxique, plus tu reçois des gens, comme tu parlais tout à l'heure de ton ex, etc. Quoi, tu vois. Ce sont des matchs énergétiques. En fait, on se reconnaît entre personnes toxiques. Donc, et quelqu'un de bien, il va voir une personne toxique, il va dire oh non, je ne veux pas dans ma vie. Donc tu les attires pas par définition. Il y a plein de gens moi que je trouvais super, que j'ai rencontrés, que j'adorais, qui m'ont tourné le dos, et ce que je peux comprendre. Mais tout vient d'une amie à la base, c'est ça, ce déclic là. Oui, dont je me suis séparée. Justement, on parlait des gens toxiques qu'on aime encore. Effectivement, c'était une amie qui était beaucoup dans le jugement, mais qui avait l'honnêteté de dire ce qu'elle pensait au moment où elle le disait. Et c'est elle qui a été la première à me dire que j'étais toxique. Elle aurait pu avoir raison comme elle aurait pu avoir tort, mais c'est juste qu'elle m'a proposé cette possibilité. Et après, c'est comme si mon inconscient avait pris la phrase parce que je pense que l'inconscient, c'est quelque chose... L'inconscient a compris les choses avant toi, tu vois. Et l'inconscient a utilisé cette conversation pour m'ouvrir des souvenirs, des portes, me faire accéder à des dossiers qui étaient fermés, tu vois ce que je veux dire. Elle m'a aidé à potentialiser cette réalité-là. Gros chemin. Ouais. Ça t'a pris combien de temps ? C'est comme quand tu décides de maigrir, ou comme quand tu décides de faire des économies. C'est-à-dire que, en fait, tu enclenches le processus, et après, t'as des hauts, des bas, tu passes par plein de chemins, des craquages, et puis après des moments de grâce, c'est pareil. Donc j'ai commencé mon chemin en mars 2020, tu vois, début du confinement, et j'ai terminé le livre en juillet, donc un an et demi. 1 an et demi de travail. Donc 1 an de thérapie au passage, une thérapie intensive. Voilà, beaucoup de livres lus, beaucoup de conversations, beaucoup de podcasts aussi, notamment Ou peut-être une nuit, qui m'a beaucoup aidé sur l'inceste, qui m'a aidé à comprendre énormément de choses. Ok, gros boulot de ta part. T'as toute une partie sur le fait de guérir. Ça serait quoi les 3 grands conseils que tu pourrais donner aux gens pour guérir, à part acheter ton livre, bien sûr qu'il fait. Le premier gros conseil, c'est de faire repartir chaque nouvelle rencontre de zéro. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un, ne pas lui faire payer tes expériences passées. Par exemple, quand tu rencontres une nouvelle meuf, un nouveau mec, de se dire, il ne me fera pas le même coup que mon ex. En fait, on repart de zéro. Un nouveau collaborateur, un nouveau collègue, on repart de zéro. En fait, c'est une nouvelle personne. Il n'est pas du tout responsable de tes traumas d'avant. Donc déjà, ça, c'est un conseil. Ensuite, c'est très con, mais se forcer à mettre en lumière ce qui va bien et pas ce qui va pas. Tu veux dire dans ta tête à toi ou dans la relation ? Dans la réalité, c'est-à-dire, tu vois, souvent on va ruminer sur des petits trucs, on va pas voir tout ce qu'il y a autour. Par exemple, j'en sais rien, mais l'autre jour je me suis mise dans des états pas possibles parce que j'ai eu un problème de prompteur sur Télématin et j'ai eu un blackout de 2 secondes en direct devant 800 000 personnes et je m'en suis énormément voulu. Et en fait, après j'ai fini par me dire, mais en fait... il m'est arrivé ça parce que j'ai une chronique dans une émission en direct devant lui. Et en fait, à un moment, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi voir le bon côté des choses. Parce que je me rendais malade, syndrome d'imposture, etc. 3e conseil, donc ça, essayer de mettre en lumière ce qui va bien et surtout ses résultats. Tu vois, de dire, penser à toutes les fois où ça s'est bien passé et pas forcément tout de suite penser au trauma, penser à... Parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais le cerveau, il fonctionne comme l'algorithme d'Instagram. Tu savais ça ? Non, je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau, si tu lui remémores, si tu choisis de ruminer ce qui va pas, il va te dire « Ah, elle a l'air d'aimer ce qui va pas. » Donc en fait, je vais lui resservir. C'est comme Instagram. Tu likes des chats, donc Instagram va te resservir des chats. Et ton cerveau, si tu mets toujours en lumière ce qui va pas, il va dire « Tiens, ça a l'air que c'est comme ça qu'on fonctionne, donc on va plutôt penser à ce qui va pas. » Et aussi, la 3e, c'est l'honnêteté. Moi, une des premières choses que j'ai fait justement quand je suis arrivée à Télématin, c'est de dire à mes
à ma chef Ophélie que j'avais un syndrome d'imposture qui prenait beaucoup de place, que j'étais une ancienne dépendante affective, mais que c'était toujours un peu là, et que j'avais énormément besoin d'être rassurée, parce que sinon, tous les jours, j'ai l'impression qu'on va me virer. Et je lui ai dit, mine de rien, c'est fou comment tu crées des liens d'authenticité et d'honnêteté avec les gens avec qui tu travailles, parce que tu arrives et tu dis, en fait, c'est mes failles. Et en fait, je me dis, t'es employeur aussi, toi aussi tu préfères savoir que tes Bien employés sûr. ont des failles, etc., plutôt qu'ils essayent tout le temps de cacher, de dissimuler, de masquer et tout, parce que comme ça au moins tu sais comment Moi, les je gens suis fonctionnent. très pour donner ton guide d'utilisation, quoi, tu vois, aux gens, C'est et d'attendre de la personne en face qu'elle te le donne aussi dans la limite de ce qu'elle veut bien te dire, quoi, tu vois. Mais si ça te permet de pouvoir mieux travailler, d'avoir une relation plus saine au travail. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que la génération de nos parents, c'était ne jamais dire Bien qu'on sûr. va mal, faut ne pas montrer ses failles et tout. Et je travaille notamment avec Florence Mendes sur Teva. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle Florence, je suis Asperger. » Et c'est très con, mais en fait, si elle me l'avait pas dit, ça aurait été compliqué pendant pas mal de temps. Et au moins, c'était clair, tu vois. Je vois pas qui c'est. Elle est chroniqueuse avec moi sur Teva et sur France Inter dans la bande à Nagui. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, le fait qu'elle vienne te dire « Salut, je suis Asperger ». Déjà, il y a un côté, je suis honnête, je te fais confiance, je te dis, et puis et c'est ok d'être différent en fait. Et moi, je lui ai répondu bonjour, je m'appelle Christine, je suis dépendante affective, et voilà. Et en fait, ce qui était vrai Bonjour Christine. Non, mais ce qui était vrai à l'époque, je l'ai un peu soigné, enfin beaucoup soigné même, ça n'a plus rien à voir, mais c'était complètement vrai à l'époque. Donc au final, on se rejoint sur le terrain de La vulnérabilité. Exactement. Et ne surtout pas dire la folie, jamais. Ah non, parce jamais. que non, moi Non, mais c'est le mot qui pourrait venir, en tout cas, c'était dans la vulnérabilité. C'était un truc potentiel. Même plus que ça, l'humanité. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Bon, est-ce qu'on regarde un petit extrait? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler de ton moi bouquin? je supporte pas évidemment de me voir et de m'entendre. Donc mets un extrait de mon spectacle et celui du Montreux, j'en suis contente, mais je vais pas m'écouter en fait. Je vais regarder mes notifications. D'accord? Je vais poser C'est vrai, vraiment. Non, mais. Mais comment tu fais? Je prends sur moi. Quand tu... En plus, pour la petite info, c'est qu'avant le tournage, j'ai eu la bonne idée d'aller me chercher un Starbucks, donc j'ai pris la pluie. Donc vraiment, je suis hyper mal coiffée. On me fait un super beau brushing. Je décide de sortir, je prends la pluie, je fais ma captation, regarde mes cheveux. Au début, c'était compliqué parce que j'étais dépendante affective. Je sais pas si vous connaissez cette névrose. Ça veut dire que j'avais besoin de l'amour des gens, mais surtout de ceux qui veulent pas me le donner. Voilà. Pour une fille, on dit dépendante affective, et pour un garçon, on dit violeur. Tu sais, je peux pas m'empêcher de voir, putain, il y a 234 pouces baissés, quoi. Désolé, mais t'as quand même 5000 pouces rouges, pouces bleus, justement, et 234 pouces en bas. Ça fait quand même un très chouette ratio. Ouais, c'est cool. Je suis contente. Ok, d'accord. Allez, d'accord. Le pire, c'est quoi? C'est les commentaires YouTube, on est bien d'accord? Oui. Regarde, les gens j'ai regardé un petit peu, mais... Est-ce que tu regardes comme ça, avec un œil comme ça, en disant... Un petit peu. Mais en fait, ça m'a fait du bien de lire des choses gentilles sous cet extrait, parce que pour tout avouer, j'ai dû porter plainte contre un téléspectateur de Télématin qui m'écrivait 3 messages de haine par jour. J'ai vu ça sur ton... Et il a passé la barre des... Il a passé la barre des 100 messages, et du coup, mes proches m'ont conseillé de porter plainte, parce que là, il est en train de basculer dans l'obsession, en fait. Et j'ai porté plainte. Voilà. Est-ce que tu rejoues ton spectacle? Comment ça se passe? Alors déjà, je fais partie d'une troupe qui s'appelle Please Stand Up avec Laura Demange, Nicole Ferroni et Marine Bosson et plein d'humoristes très chouettes. Et donc, on est en tournée dans toute la France. Là, on a une trentaine de dates de tournée un peu partout. Ok. Et en plus de ça, j'ai mon nouveau spectacle que je joue la première à Lille, dans ta ville. Oh! Les 26 et 27 novembre au Spotlight. Ok. Ah oui, donc tu t'es vraiment relancé. Mais maintenant, c'est parti. En 2011, quand j'avais tout arrêté provisoirement, en fait, il y avait aussi que j'avais une envie. En fait, je mettais la barre tellement haute qu'elle était atteignable pour moi-même. C'est-à-dire que je refusais d'être débutante. C'est-à-dire que je refusais J'avais tellement peur du beat, j'avais peur de tout. Puis là, il faut faire ses armes aussi. Il faut... Tu vois, là, t'es sur la page de Billets Réduc. Billets Réduc, c'était un truc qui était extrêmement anxiogène pour moi, où les gens mettent des notes et tout ça. Oui, maintenant, je m'en fous. Surtout maintenant, je connais bien mon métier. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Mais en fait, t'étais déjà drôle avant. Mais je le savais pas. Ah ouais? Mais les gens, ils riaient. Tu croyais qu'ils riaient pour te faire plaisir? Tu crois vraiment, moi, que j'aurais organisé des soirées avec des lectrices de Mademoiselle si vraiment t'avais pas été drôle? Bah oui, mais quand t'es persuadé que...
C'est aussi ce qu'on a vu avec ma psy, c'est-à-dire qu'il arrive un moment quand t'as bossé. Enfin, après, j'ai eu beaucoup de grosses opportunités. J'ai fait 4 ans de Jamel Comedy Club. Après, j'ai travaillé 2 ans avec Nikos Aliagas et tout. Au bout d'un moment, quand des gens comme Jamel ou comme Nikos te font confiance, c'est ça qui te dit ah bah je suis peut-être marrante en fait. Ouais. Bah quand j'étais avec Nikos, tous les jours je venais, je pensais qu'il allait me virer. Je me disais mais en fait il a pas compris. Mais en fait c'était juste après, c'était en 2014. Pareil, Jamel, 4 ans. Pendant 4 ans, je me suis dit non mais ça va pas durer pendant 4 ans, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est moi qui suis partie en disant mais vous savez quoi, je vais quitter le cocon parce que là vous me couvez trop, je vais réussir à rien en fait. Donc je vais vous faciliter la vie, je vais partir moi-même. Oui mais après il était temps. Enfin 4 ans de Jamel Comedy, c'est un peu comme si tu redoublais 4 fois ta terminale. Au bout d'un moment, tu sais, c'est un tremplin. Faut arrêter de rebondir en fait. En plus, Jamel il est tellement gentil, il va jamais te virer, tu vois. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Christine. Mais merci. Je rappelle le bouquin de Christine, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Exécuté par qui? Fabrice Florent.